Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que vous attendez depuis très longtemps. Aujourd'hui, je vous donne mes conseils et astuces pour organiser un road trip en Californie. Alors bien sûr, je ne suis pas une pro du voyage et de l'organisation de voyage, mais vous avez été très nombreux à me poser des questions suite à mon road trip. Donc comme je disais précédemment, vous avez été très nombreux à me poser des questions suite à ce voyage, suite à mes vlogs, etc. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo pour vous donner un petit peu mes conseils et astuces pour vous organiser. Et donc, eh bien la voilà. En tout premier lieu, moi ce que je vous invite à faire, c'est de regarder des vidéos comme celle-ci chez d'autres personnes, mais également des vlogs sur là ou les destinations que vous voulez faire. Ça vous permettra de voir un peu ce qu'il y a à faire, mais également de voir un peu les mises en situation, si vous voulez. Enfin, les gens mis en situation, voir un peu ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, s'il y a des petits conseils, etc. Ça, c'est bon à prendre quoi qu'il arrive. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de ne pas partir les mains dans les poches. Il faut vous préparer un minimum. Quand j'entends vous préparer, c'est vous préparer déjà sur le programme, sur le trajet du road trip, mais également sur beaucoup de petits détails auxquels on ne pense absolument pas avant de partir. Déjà, concernant la préparation du voyage, je vous invite à vous renseigner sur les formalités. Tout ce qui va être formalité d'entrée dans le territoire, donc qui vous faut un passeport valide, qui vous faut un formulaire ESTA, etc. Et également, si vous prévoyez donc de faire un road trip, de louer une voiture, de conduire vous-même une voiture, je vous invite à vérifier sur internet si vous avez besoin d'un permis international. Certains états, vous avez juste besoin de votre permis français, si vous ne restez pas plus d'un certain temps. Par contre, certains états vous demanderont d'office un permis international. Donc renseignez-vous déjà suffisamment à l'avance sur ça, si vous prévoyez de traverser plusieurs états notamment, pour voir si vous en avez besoin et pour pouvoir en faire la demande le plus tôt possible. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'en Californie, le permis français suffit largement. On est parti 18 jours, on n'a eu besoin que de notre permis français parce qu'on n'est pas sorti de la Californie. Certains loueurs de voitures peuvent exiger un permis international. Donc là aussi, renseignez-vous bien sur ça. Ça ne dépend pas que de l'État en fait. Ensuite, je vous invite à regarder sur internet, Instagram, Pinterest, YouTube, de regarder un peu sur tous les réseaux, ce qu'il y a à faire là où vous allez. De faire une liste des choses à faire, de bien regarder sur internet ce que c'est et de voir si vous avez envie de les faire ou pas. De là, vous pourrez un petit peu commencer à hiérarchiser un peu les lieux que vous voulez faire en priorité ou que vous voulez faire le moins, ceux dont vous pouvez vous passer, etc. Vous faites une liste de ce que vous voulez faire et à partir de là, en fait, votre programme il se fera un petit peu de lui-même. Ensuite, une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez faire, les lieux ou les points d'intérêt que vous voulez faire, là, je vous invite à regarder pour chaque lieu et point d'intérêt où c'est exactement par rapport à votre position géographique précédente, parce que ce que vous ignorez certainement, je ne sais pas si c'est partout pareil aux États-Unis, mais en Californie, les distances sont extrêmement longues. Déjà parce qu'aux États-Unis, on ne parle pas en kilomètres, on parle en miles. Il faut savoir que 1 mile, c'est 1,6 km. Donc quand on vous dit vous êtes à 30 miles de votre destination, vous dites pas c'est bon, ça roule, doigt dans le nez, on est à 30 km. Non, vous n'êtes pas 30 km, c'est beaucoup plus que ça. Et vous le sentirez sur la route, je vous assure que vous le sentirez. C'est hyper important parce que nous, en regardant et en s'organisant, on a un petit peu trop sous-estimé ces distances. Ce qui fait qu'il y a énormément de choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas eu le temps de voir. Et ça, c'est dommage. Donc ne refaites pas cette erreur. Toujours concernant les points d'intérêt que vous voulez faire, je vous invite à regarder à l'avance sur des sites type TripAdvisor ou ce genre de choses, ou même des fois sur Wikipédia ou sur des blogs. Regardez à peu près quelles sont les durées conseillées pour une visite
si vous pouvez le visiter en une journée, en une demi-journée, en une heure, ou s'il vaut mieux rester 2 jours. Voilà, renseignez-vous bien là-dessus parce que ça peut vraiment vous jouer de très mauvais tours. Je crois que je l'avais déjà dit dans ma vidéo FAQ, mais surtout évitez de vous surcharger. Ne prévoyez pas un programme réglé à la minute ou à l'heure parce que vous ne pourrez pas le respecter. Nous on est parti avec un programme qui était extrêmement millimétré. Le problème c'est qu'il y a toujours des imprévus. On a eu 2 gros imprévus qui nous ont un petit peu mis dans le caca. On a perdu 2 heures sur la route un matin parce qu'il y avait eu un accident. Il y avait un pick-up qui était tombé dans un ravin. Et comme on était sur un chemin de montagne et qu'il n'y avait pas vraiment d'autre chemin pour aller là où on voulait aller, il y avait une dépanneuse en plein milieu de la route. On a dû attendre 2 heures pour pouvoir passer. Et ces 2 heures là, on avait prévu de les passer dans un parc et de partir ensuite dans un autre. C'est-à-dire que quand on est arrivé dans le parc qu'on était censé visiter les 2 heures qu'on a perdues, il n'était déjà pas le temps de partir dans l'autre. Parce que le soir, enfin l'après-midi, on devait avoir un certain nombre d'heures de route. Et là, ça a été notre deuxième imprévu. Il y a eu énormément de bouchons sur la route. Au lieu d'avoir un truc genre 4 ou 5 heures de route, on a plus eu 7 heures, 7 heures et demie de route. Donc, allez-y à la cool. Prévoyez-vous des moments où il n'y a rien de prévu. Ou alors, voyez peut-être plus large pour les visites des parcs ou des lieux que vous voulez aller voir. Parce que on n'est pas à l'abri qu'une visite dure plus longtemps ou qu'on ait un pépin sur la route, etc. Concernant les parcs nationaux, si vous avez prévu d'en faire, donc faut compter, en fonction des parcs, environ une vingtaine d'euros par voiture. Si vous prévoyez de faire plusieurs parcs, ça va vite monter. À savoir du coup que les parcs nationaux ont un pass annuel qui coûte 80 $. Donc en gros, si vous visitez 4 parcs nationaux, c'est largement amorti. Toujours concernant les parcs nationaux, il faut savoir que la plupart des parcs sont des parcs très très vastes qui ne se font qu'en voiture. Alors, pas tous, hein, heureusement, il y a des parcs qui ont des systèmes de navettes entre les points d'intérêt principaux. Il faut tout faire en voiture parce qu'il y a des points de vue sur la route et la voiture vous emmène à des parkings pour commencer des trails et c'est là que vous serez à pied. Mais sinon vous faites tout en voiture. Tous les parcs se traversent en voiture uniquement. Si vous comptez y aller à pied, il faut compter au moins une semaine. Conseil très important, avant d'entrer dans les parcs, enfin à l'approche des parcs, vérifiez votre niveau d'essence. Et si possible, faites le plein avant d'entrer dans les parcs parce que certains parcs ont des pompes à essence, mais alors les tarifs, voilà. Et surtout, c'est que ce serait dommage de tomber en panne d'essence dans un parc. Surtout quand c'est Death Valley et qu'il n'y a rien, vraiment rien autour et qu'il fait une chaleur à crever. Mais c'est un petit conseil comme ça. Après par contre, la plupart des parcs nationaux, il y a des pompes à essence. Donc au pire, si vous n'avez pas pu faire votre plein avant d'y entrer, faites-le quand vous y êtes. Mais ne pensez pas qu'il n'y a pas du tout de pompe à essence. Je pense notamment à Death Valley parce que à titre personnel, j'avais regardé des vlogs et des blogs sur Death Valley et tout le monde était très alarmiste. Pensez bien à faire votre plein avant d'arriver à Death Valley parce que en gros limite c'était limite s'ils vous disaient pas il y a 0 pompe à essence dans Death Valley, si vous y entrez c'est limite à vos risques et périls quoi. Donc on était bien en stress sur ça et entre le moment où on a fait notre dernière station essence et le moment où on est arrivé à notre hôtel à Death Valley, donc on a quand même traversé pendant bien 45 minutes, 1 heure Death Valley, de nuit en plus, on a croisé au moins 2 ou 3 stations. Donc à chaque fois on disait mais c'est une blague, il y a encore une station ici. Ah bah tiens, il y a encore une station ici. Et je crois même qu'on en a vu une mais peut-être à 10 minutes de notre hôtel. Donc on s'est dit en fait mais les gens ils sont alarmistes pour rien en fait parce que nous on a été en panique pour l'essence alors que voilà. Alors oui, c'est important d'avoir toujours suffisamment d'essence pour ce genre de parc, je dis pas le contraire, mais faut pas être non plus alarmiste. Après, effectivement, avant d'arriver à Death Valley ou en repartant de Death Valley, il vaut mieux avoir son plein parce que vous traversez de très
très longue distance sans rien croiser d'autre que la nature. Il n'y a même pas de lampadaire pour vous dire. On a traversé une partie de Death Valley la nuit, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de réseau téléphonique, il n'y a rien. Mais voilà, non plus, il ne faut pas croire que Death Valley, il n'y a aucune station essence. À proximité des hôtels, il n'y en a pas beaucoup, hein, il doit y en avoir peut-être 3 ou 4 maximum. À proximité des hôtels, il y a des stations essence. Donc regardez avant d'y aller où se trouve la dernière station essence avant d'entrer dans Death Valley et où sont les stations essence dans Death Valley si vous en croisez, etc. Pour prévoir, mais pas être dans le stress comme nous. J'en profite de parler de Death Valley. Je vous conseille d'avoir, si vous envisagez de faire comme nous la traversée des parcs nationaux, toujours avoir de l'eau dans votre voiture, dans votre coffre, ou dans vos sacs, mais de toujours avoir de l'eau. C'est hyper important parce que alors dans les parcs type Yosemite, Sequoia, vous allez faire des trails, donc vous allez avoir soif. Et dans les parcs type Joshua Tree ou Death Valley, vous allez avoir très chaud, donc vous allez avoir soif. Avant de partir de San Francisco pour aller vers Yosemite, donc pour commencer notre road trip, on est passé chez Target et on a acheté un pack de petites bouteilles d'eau. Donc je crois que de mémoire, il me semble qu'il y avait une vingtaine de petites bouteilles. Et on en a racheté entre temps, je ne sais plus où. On avait en tout cas une bonne vingtaine de petites bouteilles d'eau. Moi personnellement, je remplissais mes bouteilles à l'eau du robinet parce que j'aime l'eau du robinet. Du coup, ça nous a fait économiser des bouteilles d'eau. Et ça nous a suffi pour 3, je crois qu'on avait un truc genre 24 bouteilles. Donc c'était suffisant. Sinon après dans les stations essence on pouvait racheter des bouteilles. Donc voilà, mais toujours avoir de l'eau c'est super important. Surtout pour la Death Valley parce qu'il fait une chaleur de dingue. Aussi pour les trails que vous pouvez avoir à faire dans les parcs nationaux, qu'importe le parc, hein, je vous conseille quand même d'être en bonne forme physique. Parce que la plupart des trails, vous allez monter ou descendre, mais sachez que si vous descendez, il faudra remonter. Donc il faut être en bonne condition physique. Moi personnellement, je suis pas en hyper bonne condition physique, mais je suis quand même en bonne santé. J'ai vraiment souffert lors de certains trails. Donc si vous n'êtes pas en bonne condition physique ou que vous n'êtes pas en bonne santé, faites quand même très attention à vous, ne vous lancez pas dans un trail sans être sûr de pouvoir le finir parce que comme je vous dis, par exemple nous c'était à Yosemite, ça faisait que descendre comme ça. Ça faisait que descendre, alors oui quand tu descends c'est bien, c'est cool, c'est facile, mais il faut remonter. Et ça, c'est dur parce qu'il fait chaud. Yosemite encore ça allait, il faisait, je crois il faisait peut-être 15-20 degrés. Mais Sequoia il faisait déjà 28 degrés, Death Valley il en faisait 35-40 à 8h du matin, donc même une petite côte c'était très dur à monter. Donc vraiment si vous n'avez pas les conditions physiques pour un petit trail, ne tentez même pas. D'ailleurs, je vous conseille de regarder sur internet les heures privilégiées de visite, je pense notamment à Death Valley parce que nous on n'avait pas regardé spécialement les horaires. On savait que, en fait, comme c'est un parc à ciel ouvert, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. Ce parc-là, d'ailleurs, il n'est pas payant. Il faut savoir, hein. Vous le traversez, il n'est pas payant. Il n'y a pas de guitoune pour vous dire qu'il faut payer. Vous pouvez le traverser très librement. Et les points de vue, les points d'intérêt ne sont pas fermés, si vous voulez. Par contre, il y a des heures à partir desquelles il ne faut plus les visiter. Je pense notamment à Badwater Basin. Si vous n'avez pas regardé mon vlog, regardez-le, je vous le mets là. C'est les lacs de sel, là, je sais plus comment ça s'appelle, le désert de sel. En fait, comme le sel c'est blanc, ça réfléchit la lumière et la chaleur. Et en fait, il ne faut surtout pas vous rendre à Badwater Basin après 10 heures. Parce qu'après 10 heures, vous cramez. Voilà, c'est très dangereux, il y a même un panneau qui le dit. C'est dangereux de visiter. En fait, il y a un panneau, il dit ne dépassez pas ce panneau après 10 heures. Parce que c'est trop dangereux. Petit conseil en plus pour les parcs nationaux. Alors ça, on n'a pas été concernés parce qu'on n'a pas fait de camping. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont envie de camper dans les parcs. Ce qui peut être une aventure sympa. Mais dans ces cas-là, faites très attention aux moustiques et
aux ours. Donc je crois avoir vu sur internet qu'il existe des répulsifs à ours, donc si vous envisagez de camper, prenez répulsif à moustiques et répulsif à ours. Et tant qu'on y est et qu'on parle de bestioles, lors de vos visites dans les parcs nationaux, je pense surtout à Sequoia et Yosemite, faites très attention où vous marchez et surtout essayez de porter au maximum des vêtements qui couvrent bien votre corps, donc des pantalons et des t-shirts à manches longues parce qu'il faut faire très attention aux tiques. Et sinon, conseil en plus concernant les tiques, partez avec un kit anti-tiques qui vous permettra, si jamais vous en chopez une, de pouvoir la retirer et vous soigner. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les tiques sont porteuses de la maladie de Lyme. Donc faites très attention à vous parce que c'est une maladie qui peut être très dangereuse ou en tout cas très handicapante dans la vie. Donc prenez soin de vous, faites vraiment attention quand vous partez en exploration dans les parcs nationaux. Faites très attention à ça, ne prenez pas ça à la légère. Concernant la partie voiture et conduite, j'ai plusieurs conseils à vous donner également. Je vous conseille de louer une voiture en prenant l'option GPS parce que dans la plupart des parcs nationaux, il n'y a pas de réseau téléphonique. Donc si vous voulez utiliser Google Maps ou Waze ou quoi que ce soit, vous risquez d'être très embêté. Du coup, les GPS qui vous sont fournis par les agences de location, généralement, ils ont un signal qui est plus satellitaire que téléphonique. Donc du coup, vous avez plus de chances d'avoir un signal à toute épreuve, quoi. Nous par exemple, on a eu la chance d'avoir une voiture qui avait un GPS intégré, en plus du GPS que l'agence de location nous a prêté, nous a loué. Ce qui fait que quand on était dans Death Valley et qu'on a mis notre destination et qu'il ne trouvait pas de signal, et on a été content de trouver le GPS de la voiture qui lui avait un signal. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Si vous comptez vous contenter de votre téléphone uniquement, ne faites pas la Death Valley. Sinon vous allez être très embêté. Toujours concernant la voiture, je vous conseille de regarder en amont les règles de conduite parce que la conduite aux États-Unis n'est pas du tout la même qu'en France. Et franchement, au début, ça surprend vraiment beaucoup. Nous, en France, on a une règle, par exemple, qui est qu'il est interdit de doubler par la droite. Aux États-Unis, peu importe, on peut doubler par la droite, par la gauche. Il faut juste faire attention. Pareil pour les carrefours. La première fois que vous abordez un carrefour avec une voiture aux États-Unis, vous buguez un peu. Parce que les feux se trouvent après le carrefour. C'est-à-dire que nous, en France, le feu se trouve avant le carrefour. Le feu est rouge, on s'arrête. Le feu est vert, on passe, on va soit tout droit, soit à gauche, soit à droite. Là, vous arrivez à l'abord du carrefour, le feu est de l'autre côté. Donc vous buguez un petit peu. Donc en fait, il faut juste penser à bien regarder de l'autre côté du carrefour pour vérifier que vous pouvez bien y aller, quoi. Toujours concernant la conduite aux États-Unis, renseignez-vous un peu sur le système des péages. Alors nous, on n'a pas du tout pensé à regarder. Et c'est quand on s'est retrouvé sur l'autoroute et qu'à un moment on a vu qu'il fallait qu'on suive une route et qu'on a vu quelque chose comme je sais plus comment ça s'appelait, mais en gros péage. J'ai fait mais attends, mais du coup comment ça se passe? En fait je voyais des panneaux péage mais depuis très longtemps et je voyais pas de péage. Je suis mais on n'a pas vu de péage, on est d'accord? Non, on n'a pas vu de péage. Et donc j'ai commencé à regarder sur internet. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que les péages chez eux ils ne sont pas physiques. En tout cas la plupart du temps ils ne sont pas physiques. La plupart du temps, c'est juste une caméra qui prend votre plaque d'immatriculation et qui vous envoie la note ensuite. Ou alors, vous pouvez payer en ligne avant, en disant je pars de tel endroit, je vais à tel endroit, pour combien je mets de péage, ok, je paye d'avance. Et après, la caméra elle voit votre plaque d'immatriculation, elle l'enregistre, elle voit que c'est déjà payé, il n'y a pas de problème. Certaines agences de location, elles ont une option où justement les péages sont compris, mais c'est pas le cas de toutes. Donc renseignez-vous. Parce que nous, techniquement, on s'était pas du tout renseigné. On ne sait pas du tout si notre agence de location les prend en compte ou pas. À ce jour, on n'a pas encore reçu d'amende ou de demande de paiement. Mais... Et enfin, concernant la conduite et les voitures aux États-Unis, un petit détail auquel on ne pense pas forcément, mais mettre de l'essence, enfin, en tout cas mettre du carburant, c'est pas le même principe qu'en France. Par chance, moi j'avais regardé avant, ce qui fait que la première fois où on a dû aller mettre de l'essence, je savais comment ça marchait. Mais je me suis dit, heureusement que j'ai regardé parce que j'aurais jamais deviné de moi-même.
vous avez la possibilité, comme en France, de payer soit par carte, soit en espèces. Jusque là, il n'y a rien d'anormal. Sauf que si vous payez par carte, il faut aller à l'intérieur de la station essence, parce que la plupart des stations essence, quand vous voulez payer par carte sur la machine directement, il faut une carte de débit et pas une carte de crédit. Et je crois que les cartes françaises, globalement, sont des cartes de crédit. Ou alors le contraire, je sais plus. Mais il y a une histoire de débit-crédit. Si votre carte n'est pas la carte qu'il faut, vous ne pourrez pas payer par carte à la machine. Donc, ce que je vous invite à faire, moi, c'est soit d'avoir des espèces, soit d'avoir une carte. Et donc d'aller dans la station essence. Et là, vous dites que vous voulez tant d'euros, enfin tant de dollars d'essence. Donc après, bah, il faut juste savoir quelle essence prend, enfin quel carburant prend votre voiture. Vous regardez quel est le nom du carburant et vous lui dites voilà, je veux tant de dollars de tel carburant à telle pompe. Et il vous dit ok, bah vas-y. Donc par exemple, si vous demandez 20 dollars d'essence, il faut savoir que la machine ne se bloque pas. Donc soit vous mettez un petit peu moins, soit vous mettez un petit peu plus. Si vous mettez un petit peu moins, vous pouvez très bien retourner à l'intérieur et lui demander un refund, donc un remboursement du trop payé. Si vous avez mis trop d'essence, par contre, il faudra y retourner quand même pour payer le surplus. Et si vous payez par carte, pareil, vous pouvez très bien avoir un refund ou rajouter de l'argent, c'est pas un problème. Mais voilà, il faut savoir qu'il faut payer avant d'aller mettre l'essence. Il y a quelques secondes, je vous ai parlé de carte de débit ou de crédit. En parlant de carte bancaire, en tout cas, il faut savoir que si vous partez à l'étranger, et notamment aux États-Unis, votre banque risque de vous facturer des frais qui peuvent être vraiment très importants. Je vous conseille de vous renseigner auprès de votre banque sur les frais appliqués à votre carte de paiement ou de retrait aux États-Unis. Sinon, moi j'ai opté pour une solution complètement différente parce que moi ma banque elle facturait des frais et si je voulais avoir moins de frais ou pas de frais, il fallait que j'upgrade ma carte et ça allait me coûter un bras. Donc j'ai refusé. En fait, j'ai ouvert un compte sur une banque en ligne qui s'appelle Revolut. C'est une banque en ligne qui est... Alors, si vous prenez un compte classique avec une carte classique, c'est gratuit. Vous n'avez aucun frais de fonctionnement, ni d'ouverture, ni de rien du tout. Vous ouvrez votre compte, vous avez une application, vous y versez de l'argent avec votre carte, enfin vous rentrez les coordonnées de votre carte bleue de votre compte bancaire français classique. En fait, vous pouvez effectuer des versements qui sont immédiats. Donc par exemple, moi je suis sur mon application, je dis voilà, je veux mettre 10 € sur ma carte Revolut. J'ai 10 € disponibles tout de suite. Et l'avantage de cette carte, c'est qu'elle n'applique aucun frais. Mais quand je dis aucun, c'est zéro frais, niet, nada, sur vos retraits ou vos achats aux États-Unis et à l'étranger dans quand même pas mal de pays, jusqu'à hauteur de, je crois, 5 000 € de dépenses. Donc c'est quand même assez large. Également, vous payez en dollars par carte bleue, vous êtes débité en euros. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à vous renseigner sur la solution la plus intéressante pour vous, si c'est juste de partir avec votre carte d'habitude ou de vous faire une carte Revolut. Dans tous les cas, je vous mets en description les infos sur Revolut. Je vous mets un lien de parrainage. J'ai absolument aucune idée de si j'y gagne quelque chose. Si je gagne quelque chose, je vous le dirai en tout cas en description parce que je vous avoue que je connais pas les conditions, s'il y a vraiment parrainage ou pas. Mais voilà, je vous mets tout en description. Je vais être totalement transparente avec vous. Si jamais j'y gagne quelque chose, je vous le dis. Mais j'imagine que oui. Après, je ne sais pas quelles sont les conditions. Mais voilà, je vous mets en description un lien Revolut pour créer votre compte. Et c'est très rapide, honnêtement. J'ai reçu ma carte en genre une semaine par courrier. Encore un petit conseil d'ordre un peu administratif, si je puis dire. En amont de votre voyage, imprimez toutes vos réservations, la location de voiture, les hôtels, vos billets de visite quelconques. Imprimez tout à l'avance parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des endroits où vous ne capterez pas forcément. Donc, il vaut mieux avoir tout en papier au cas où. D'ailleurs, en parlant de réseau, ça me fait penser, renseignez-vous auprès de votre opérateur téléphonique pour les offres. Savoir déjà si vous pouvez téléphoner, envoyer des messages, recevoir des appels ou des messages et utiliser internet
aux États-Unis parce que tous les opérateurs ne le font pas forcément. Donc plutôt que de vous ruiner en réseau là-bas, renseignez-vous. Et enfin, un dernier petit conseil qui va vous sembler vraiment bête, mais c'est hyper important d'y penser, choisissez bien les personnes avec qui vous partez. À titre personnel, j'ai eu aucun souci avec Elodie et Julien. Il y avait des moments où on était forcément plus fatigués ou plus tendus que d'autres. Forcément, on est 18 jours les uns sur les autres, donc forcément il y a des moments où on a envie de ne plus se voir. Mais on n'a pas eu de problème majeur en tout cas. Mais en tout cas voilà, choisissez bien les personnes avec qui vous partez parce qu'un road trip, ça peut être stressant, ça peut être très fatigant. Et surtout, c'est que même si ce sont des vacances, il faut parfois se lever tôt, se coucher tard, conduire de nuit, conduire de journée, conduire quand il fait très chaud. Et tout le monde ne supporte pas ça. Moi je sais que j'ai des personnes dans mon entourage, en vacances, c'est grasse mat le matin, debout jusqu'à pas d'heure la nuit. Moi je suis pas du tout comme ça. Moi s'il faut que je me lève à 4 h du matin même en vacances, je le fais. Voilà. Pareil, il y a des personnes qui, pour eux les vacances c'est farniente à 100%. Un road trip c'est pas du tout du repos. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir aux personnes avec qui vous partez. Et puis bien sûr, partez avec des gens avec qui vous vous entendez, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde et qui pourront du coup être flexibles. Et soyez vous-même flexible. Il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des moments stressants. Donc tout le monde n'est pas capable de s'entendre pendant une semaine, pendant plusieurs jours, les uns sur les autres, confinés dans une voiture lors d'un road trip. Donc voilà, c'est hyper important. Ça paraît hyper bête comme ça, mais ça reste très important. Voilà, je pense avoir tout dit maintenant. En tout cas, j'ai rien qui m'en revient. Si jamais il y a des choses qui me reviennent d'ici le montage, je vous ferai peut-être du coup des vidéos à la suite de celle-ci. Mais pour moi cette vidéo est terminée. Du coup j'espère que ça vous a plu, j'espère que si vous envisagez de faire un road trip en Californie, ces infos vous auront été utiles. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez très bien me les poser ici en commentaire ou comme d'habitude en message privé sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir tant que je le peux parce que je ne peux pas tout savoir et je n'ai pas la science exacte. Donc parfois ce que moi je vais vous dire, quelqu'un peut très bien vous dire le contraire. Moi je vous parle de mon expérience, après on n'a pas tous les mêmes expériences donc voilà. Mais renseignez-vous bien, vraiment comme je vous ai dit en début de vidéo, regardez des vlogs, regardez d'autres vidéos conseils, regardez des sites type Guide du routard, TripAdvisor, etc. Il y a énormément de bons conseils à prendre. Ça ne fera que vous aider à organiser votre voyage et à l'optimiser surtout. Et bien sur ce, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, laissez bien un petit pouce bleu. Moi, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien.